les émotions sont des indices et non des problèmes. Ça change quoi dans la façon de s'écouter? Alors, dans la façon de s'écouter, ce que ça apporte, c'est qu'on va pas se positionner comme étant justement un problème à résoudre, mais Ouais, plutôt, comme, en fait, un récepteur de messages, puisque nos émotions sont avant tout des messagères qui viennent toquer finalement par la porte des ressentis, donc souvent c'est corporel, qui permettent finalement de faire un petit temps de pause, un arrêt, de pouvoir s'apercevoir que: «Attention, il y a quelque chose, on a reçu du courrier quelque part» c'est et donc ça. on a besoin d'aller explorer, c'est ça, le contenu de l'être et que c'est des indicateurs précieux en fin de compte pour savoir si on est sur la bonne voie, le bon chemin, si la situation nous convient, ne convient plus ou s'il y a des choses à ajuster. Donc il y a beaucoup de personnes qui consultent quand elles se sentent perdues. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment dans ces moments-là? Alors je dirais que ce qu'on recherche, avant tout, c'est peut-être d'être, vu, entendu et compris, donc d'être accueilli en fait pour tout ce qu'on est. Mmh. Je trouve que c'est toujours assez intéressant de rappeler qu'on est des personnes complexes avec une richesse intérieure. On pourrait modéliser avec différentes parts qu'on a à l'intérieur de soi, qui sont toutes porteuses, d'intentions et de messages différents et des fois qui peuvent paraître contradictoires ou qui viennent se frotter. Et je crois que c'est ça que les personnes aiment aussi, trouver dans les espaces de soins, c'est qu'on puisse Mmh. voir toutes ces parts d'elles, toute cette richesse. Toi, tu travailles en systémique. Est-ce que, déjà, tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et comment ça aide à comprendre ce qu'on vit, dans la famille, le couple ou au travail aussi? Bien sûr. Alors, la systémie, ça permet en fait de regarder les interactions à l'intérieur des systèmes. C'est vraiment cette interdépendance qu'on a entre les individus, OK. mais aussi dans les environnements dans lesquels on évolue, qui permet du coup d'avoir en fait une vision plus globale des situations. On sort de nos habitudes très individuelles où on fait porter finalement le regard que sur la personne pour Mmh. regarder quelque chose dans son ensemble. Et ça marche aussi avec la systémie qu'on va nommer plus sociale ou sociétale, où en fait on vient regarder les dynamiques sociales et comment elles influencent nos croyances, nos comportements, nos émotions également, puisque tout revient finalement à une forme de construction qu'on vient en fait observer, pas forcément pour la changer, la modifier ou la supprimer, mais à minima déjà pour la conscientiser. Qu'est-ce que ça veut dire faire alliance avec ses émotions plutôt que de vouloir les calmer, à tout prix? Alors faire alliance avec ses émotions, c'est apprendre à leur donner de l'espace. Ça Mmh passe mh. souvent déjà par le fait de modifier sa perception. Donc, comme on disait, passer de quelque chose où on voit comme un ennemi ou un problème à quelque chose de l'ordre de l'ami, du messager. Et après, pouvoir entrer en communication, en fait, avec nos différentes émotions. Et ça passe souvent par le dialogue intérieur. Donc, ça peut être très verbal, comme ça peut être totalement dans le ressenti. On a plusieurs portes d'entrée pour apprendre à modéliser et à travailler cette communication en interne. Et c'est ce qui permet finalement, derrière, de les observer, comme on se ferait des alliés dans la vie, on s'en fait des alliés aussi à l'intérieur de soi et donc de Mmh. s'observer d'un point de vue très coopératif. Toi, tu accompagnes principalement des couples, c'est ça, si je me trompe pas? Plutôt des personnes en individuel, Ah, en avec une indi dimension en effet oui, c'est ça, tout à fait. OK, il y a aussi la dimension du couple et du coup, dans tes accompagnements de couple, quelles sont les demandes qu'on te fait le plus souvent et les vrais besoins que tu peux observer derrière ça? Alors je dirais qu'il y a quand même une tendance qui peut se dessiner. Après, j'ai toujours aussi à prendre en compte un biais de recrutement, hein. Ouais. Je ne peux pas faire des généralités des personnes que je rencontre, mais très souvent, ce qui va se jouer justement, c'est d'un point de vue assez systémique, je dirais, mais sociétal, où on va se retrouver confronté à des stratégies d'adaptation qui sont différentes selon qu'on a été éduqué comme une fille, si on a été éduqué Oui, comme un homme, comme un ouais. garçon, donc comme une femme, comme un homme, comme une fille, un garçon. Et il y a vraiment en fait cette base-là qui fait que la difficulté de communiquer, se fait sentir, parce qu'on va apporter l'attention sur des choses qui sont différentes, parce qu'on va aussi, avoir une manière de traiter l'information qui est différente. On va Mmh. se valoriser différemment au sein de la société et donc tous ces différences-là peuvent créer des écarts, voire des incompréhensions, voire des contradictions pour certains, où du coup on peut vite basculer de quelque chose à «l'autre est différent» à Mmh. «l'autre est mon ennemi» et du coup on n'arrive plus vraiment à s'entendre ou à régler les situations en étant en alliance. Mmh. L'idée, c'est de venir clarifier, en fait, les Mmh. besoins profonds de chacun et de voir aussi les stratégies que chacun a mis en place pour y répondre. Et C'est donc ça. déjà de mettre un petit peu, voilà, de clarté, de même d'identifier qu'est-ce qu'on met derrière un même mot. Des fois, on va pas, en fait, avoir la même définition, donc ça crée des malentendus, des quiproquos. Donc tout ça permet déjà d'établir une base commune et puis après, c'est aussi d'apprendre comment on peut, aider l'un et l'autre à se connecter à ses ressentis pour qu'il y ait aussi cette conscience de partir de soi plutôt que des attentes extérieures et de construire sa propre dynamique relationnelle, voilà, sans forcément subir les injonctions. Tu utilises, toi, parfois des outils comme le blason familial ou l'énagramme. Qu'est-ce que ça apporte Mmh. concrètement et qu'est-ce que c'est? Alors le blason familial, c'est un outil qui permet de faire un état des lieux, si on peut dire, de ce qu'on appelle les armoiries de la famille.
C'est une Mmh. manière douce, voilà, d'entrer en contact avec les valeurs, les rôles que chacun a pu avoir, les non-dits, les héritages, le rapport aux émotions. C'est une manière Mmh. très cognitive, qui du coup est sur papier, donc on est dans de l'écriture avec un accompagnement, des aides, pour pouvoir constituer ce blason-là. Et l'intérêt de cet outil, c'est donc une fois qu'on a fini de le poser et de l'explorer, d'aller finalement, choisir à l'intérieur de celui-ci si on a envie de garder, modifier ou supprimer des choses pour créer son propre blason et donc s'autoriser Mmh. aussi à sortir de certains conflits de loyauté, de pouvoir aussi s'offrir un cap, et apporter de la clarté puisqu'en général aussi quand on arrive à poser les mots sur les choses, notre monde devient plus pensable, plus imaginable et donc plus accessible aussi. Donc ça apporte de la compréhension. C'est une méthode qui reste assez douce dans le sens où elle est très cognitive, on va dire cérébrale dans les pensées. Elle peut Oui. quand même être très chamboulante, hein, mais ça dépend vraiment de chacun et chacune. Mais voilà, ce n'est pas une technique qu'on dirait immersive, la OK. visualisation ou autre. L'énéagramme, du coup, on est plutôt sur alors le blason est un outil, l'énéagramme est une approche, qui est très ancienne, qu'on a du mal à dater en réalité, qui a surtout, trouvé sa force dans la culture orale et donc c'est une manière de penser, de filtrer finalement les individus selon 9 profils. Alors on peut se dire Mmh. que 9 c'est très peu, et c'est vrai que ça peut ne pas refléter la diversité en fait qu'on est à C'est ça. l'intérieur et à l'extérieur. Mais en fait la force de l'énéagramme, c'est qu'il y a quand même cette possibilité de, continuer à creuser en profondeur. C'est-à-dire que ça donne une base d'explication sur notamment les stratégies d'adaptation, de survie émotionnelle qu'on a Mmh. acquis lors de notre enfance et donc ça vient exprimer en fait chez chacun comment ça se traduit dans nos comportements en tant qu'adultes et donc ça permet aussi de relier à l'autre. C'est-à-dire que quand on a un comportement face à soi, on ne reste pas bloqué sur le comportement, on y voit du coup derrière un petit peu tout le bagage possible qu'il y a chez l'individu et donc ça permet aussi d'être vraiment connectés les uns aux autres, de sortir de notre juge intérieur pour être plutôt sur quelque chose de l'ordre de la compassion, de la douceur, de la bienveillance. Pour offrir un exemple, je dirais que dans notre société telle qu'elle est constituée aujourd'hui, on va plutôt retrouver du profil 3. Donc le profil 3 qui va aussi être nommé celui qui est le brillant en fait, celui qui est axé sur la réussite, celui qui apprécie du coup monter en compétences, qui a cette OK. capacité à être un véritable caméléon dans les environnements où il évolue, et donc a une forte Mmh. capacité d'adaptation, qui a vraiment voilà ce cap en tout cas où la réussite est sa valeur et son moteur, et du coup en contrepartie, il va retrouver dans ses peurs fondamentales l'échec. Et donc il va y OK. avoir plein de choses qui vont découler de ces polarités-là et qui font qu'on va réussir en fait avec l'énéagramme à mieux comprendre ces stratégies utilisées, les réactions à certains endroits et pourquoi elles se sont mises en place. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent à se faire accompagner, parce qu'elles ont déjà essayé plein de choses? Ça, on l'entend assez souvent. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors pour ces personnes-là qui ont peut-être une forme de lassitude ou qui Mmh. désespèrent un petit peu de trouver chaussures à leurs pieds, je comprends à quel point ça peut être difficile parce que c'est vrai qu'à plein d'endroits, trouver le thérapeute ou la thérapeute qui nous convient, eh bien ça peut demander du temps. Mmh. Ça peut demander du temps, mais je les inviterai du coup à voir les expériences qu'ils ont déjà, passées comme, Mmh. en fait une manière de se nourrir pour savoir ce qu'ils ne souhaitent pas et donc déjà de pouvoir peut-être faire une forme de tri préalable avec ces premières expériences. Parce que c'est vrai qu'il y a autant, voilà, de possibilités de thérapie que de thérapeutes. Il y a plein d'approches et puis ce qui compte avant tout, à mon sens, c'est l'alliance qu'on va réussir à construire ensemble, ce lien de confiance, voilà, comment on va se sentir l'un avec l'autre, le feeling tout simplement, qui va Bien sûr. faire qu'on va pouvoir aller plus ou moins en profondeur, on va pouvoir se donner, en fait, s'accompagner avec vraiment plus de justesse. Et donc ça, c'est un de mes conseils, je dirais, principal. Aussi cette idée pour moi, voilà, donc en effet, le parcours peut être compliqué, peut être vecteur d'émotions qui sont parfois difficiles à vivre, mais comme on disait, ce sont des messagères. Donc ne pas hésiter aussi à se nourrir de ces messages-là pour orienter ses recherches. Et en Mmh. même temps, c'est vraiment un parcours qui me semble aujourd'hui une nécessité parce que malheureusement, à d'autres endroits de nos vies, il n'y a pas forcément d'espace pour se déposer, pour se comprendre et surtout pour continuer à se construire. Et donc, on a besoin de trouver des bulles où on peut être pleinement accueilli, où on peut pleinement s'explorer sans avoir la peur et la crainte d'être jugé. Et aussi tout simplement pour pouvoir en fait aller à la rencontre de soi-même. Parce qu'une des clés de la thérapie et une des invitations, c'est de trouver une forme d'autonomie au fil des séances pour Bien sûr. pouvoir s'ancrer, voilà, avec ses émotions, pouvoir les accueillir et après pouvoir aller les rencontrer. C'est-à-dire que à la place d'être mené par nos émotions, euh, en fait, on s'occupe d'elles, on va à leur rencontre et du coup, elles arrêtent de s'occuper de nous. Et du coup, on Mmh. récupère de la liberté, on récupère de la conscience et on récupère surtout du pouvoir d'agir. Est-ce que tu as une image, une phrase ou même un petit tips que tu aimes bien donner aux gens que tu accompagnes pour qu'ils puissent avancer justement avec plus de clarté?
Moi, j'aime bien valoriser, alors c'est aussi lié à mon histoire personnelle, mais on m'a Ouais. souvent dit que la curiosité était un vilain défaut. Et OK. du coup, aujourd'hui, voilà, je n'ai plus du tout cette croyance-là. C'est quelque chose que j'ai laissé aux adultes d'avant. Et maintenant, une des phrases qui me porte beaucoup, c'est que la curiosité est le premier pas vers la sagesse. Mmh mh. Et que je trouve qu'en effet, voilà, le fait d'être curieux, c'est ce qui permet en fait de pouvoir aller à la rencontre d'eux, qui donne Mmh cet mh. élan-là. Et en plus, y aller avec cet esprit un petit peu d'enfant qu'on a pu tous Oui. rencontrer, où en fait on y va avec le cœur ouvert, en fait, j'ai envie de dire. Mmh mh. Et donc du coup, ça crée des rencontres qui n'ont pas du tout la même force ni la même profondeur, voilà, que quand on se prive de cette merveilleuse qualité qu'est la curiosité. Ne jamais croire qu'on se connaît pleinement, qu'on est figé. En fait, on est tout le temps en mouvement et du coup, la curiosité, elle nous permet de voir ce mouvement. Moi, j'aime beaucoup travailler en termes de mythes. Donc, je trouve Oui. que dans la société, on a tous évolué avec plus ou moins de mythes présents et on retrouve souvent, par exemple, le mythe de l'amour romantique, celui qui nous laisse penser que l'amour serait fluide, serait quelque chose de comme ça, pouf, magique, sans aucun travail, sans aucun élan. Alors que non, voilà, aujourd'hui, j'ai plutôt une vision de l'amour qui se rapproche de ce que pouvait partager Bell Hooks, donc où on est en fait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. L'amour Mmh se vaut dans les actes et qu'en fait, on confond très souvent amour, sécurité, besoin d'amour et donc ça dedans aussi, ça demande de démêler un petit peu ce qui se passe dans nos relations pour avoir une mh. meilleure compréhension et que voilà, c'est important aussi de pouvoir regarder ces mythes-là avec un autre regard que celui qu'on a pu avoir enfant. Il y a un autre mythe qui revient assez régulièrement aussi, c'est le mythe de la performance, où on a cette idée que plus on en fait, mieux on sera récompensé et que du coup, ce n'est jamais assez. Voilà, partant du principe qu'on est des êtres avec une énergie finie, des capacités finies, une journée, enfin le temps est fini. Il y a voilà, beaucoup de limites en réalité qu'on ne peut pas Ouais. dépasser. Et donc, c'est tout un travail d'acceptation aussi, de revenir à sa condition d'humain. Et ça demande vraiment un travail profond. Et c'est un mythe qui, je pense, aujourd'hui, peut exprimer à certains endroits pourquoi il y a autant de burn-out, pourquoi les dépressions explosent, pourquoi voilà, on retrouve des pathologies, en fait. Parce que très souvent, c'est aussi en lien avec un monde émotionnel qui n'est plus écouté, où cette Mmh. stratégie de la performance prend tout l'espace et où, du coup, bah, forcément, il y a un moment où le corps, lui, n'arrive plus à suivre. Quand on déconstruit un petit peu tous ces mythes ou qu'on remet un petit peu de contexte ou qu'on adapte justement à ce qu'on vit réellement dans notre société et cetera, qu'on met un petit peu tout ça à jour finalement dans la vraie vie, on va dire. C'est quoi qu'ils ressentent principalement de tes clients? J'imagine de la un peu plus de légèreté aussi, de déculpabiliser peut-être, Ouais, très souvent, c'est en lien Ouais. avec ça. On va rencontrer donc soit une forme de soulagement, de «OK, c'est pas entièrement de ma faute, je ne suis pas, nul, je ne suis pas raté, je ne suis pas incomplet, je ne suis pas incapable par rapport à ce que peut ne prôner en fait la société» et Ouais. donc ça vient vraiment, créer cette, légèreté, on va dire, dans aussi et cette indulgence et cette douceur qu'on a besoin aussi dans le rapport à soi-même, donc on vient aussi beaucoup travailler le dialogue intérieur. Mmh mh. Et il y a aussi cette, possibilité de quitter du coup dans ce sens-là le mythe de la méritocratie, où on est vraiment sur quelque chose où, bah, quand on veut, on peut. Non, c'est pas C'est aussi vrai. simple. Il y a voilà toutes les choses pour lesquelles, on n'a pas de pouvoir. On C'est en a ça. sûrement ailleurs, mais donc c'est de retrouver le pouvoir là où on pense ne pas en avoir et Mmh aussi mh. apprendre à lâcher prise là où en effet ça ne nous appartient pas. Ça Oui. parle plus du système, des autres que de nous. Donc il y a vraiment voilà une espèce de recentrage finalement, de réajustement de nos croyances et je dirais aussi que ça apporte, une forme de validation, d'autorisation, où on a le droit aussi d'être triste, on a le droit d'être en colère. En fait, on a le droit d'être des êtres émotionnels avant d'être des êtres rationnels. Parce que Mmh très mh. souvent, c'est un peu l'inverse qui est prôné, où on C'est nous vrai. dit: «Mais nous, les êtres humains, on sait cheminer, voilà, on est des êtres de raison». Mmh Non, les neurosciences aujourd'hui vont plutôt dans l'autre sens, où on est mh. des êtres d'émotion avant tout, avec une partie de raisonnement. Donc c'est juste, voilà, remettre un petit peu dans l'ordre, notre nature, notre manière de fonctionner et ne pas du coup la dévaluer, être heureux de pouvoir ressentir, de pouvoir vivre au travers de ces ressentis. Des choses C'est que bien. je cultive et qui me tient à cœur, c'est que Oui. très souvent aussi dans la thérapie, c'est vu comme quelque chose qui va forcément être lourd, pesant, difficile, inconfortable. C'est Mmh une mh. partie, qui peut être réelle tout à fait et en même temps, c'est aussi un espace où on cultive la joie, la légèreté, l'humour, enfin on rigole, on s'amuse OK. et donc il y a vraiment aussi toute cette, voilà, cette part d'enfant qui est réveillée et en lien aussi avec la curiosité qui fait que vraiment c'est le chemin de la découverte de soi peut être inconfortable, mais c'est aussi une très belle aventure qui peut être vraiment teintée d'amusement, de enfin voilà, de folie. Toi, c'est vraiment quelque chose que tu trouves qui te caractérise dans ton accompagnement que tu proposes? Complètement. On s'autorise à faire des blagues, on s'autorise à s'amuser, on s'autorise à être dans la joie Mmh. et en fait aussi on découvre que dans notre complexité, c'est pas parce qu'on est triste qu'on peut pas aussi sourire. En fait, les choses qui paraissent antagonistes deviennent des choses qui cohabitent
Et on arrête de sortir un petit peu, on peut justement un peu sortir de cette binarité, c'est soit ça ou ça, et on arrive à faire vivre toutes les parts de nous en même temps. Et donc, cet aspect-là fait que les choses qu'on traverse ne sont pas forcément que de la lourdeur, de l'inconfort ou une forme de difficulté aussi, en fait. Ça Mmh. devient nourrissant. On arrive à se nourrir de ce qui a été difficile.